Si quelqu'un avait vu Léo ce soir-là, courant sur le trottoir trempé avec ses chaussures gorgées d'eau et un pot de médicaments serré contre sa poitrine, il aurait pu croire qu'il fuyait quelque chose. Et c'était vrai. En quelque sorte, il fuyait le temps, la mort. L'idée que s'il n'arrivait pas à temps, il ne pourrait plus jamais entendre la voix de sa mère. Le ciel de Paris s'assombrissait déjà, et chaque goutte de pluie semblait tomber plus lourdement sur les épaules d'un gamin de 10 ans qui portait un monde entier sur lui, sans que personne ne le remarque. Mais qu'est-ce qu'un enfant peut faire, seul dans un pays étranger, sans famille autour, avec ses 2 parents en train de mourir? Et comment un petit bonhomme peut-il faire tourner une maison quand tout ce qu'il a, ce sont quelques pièces, le silence et sa voix? La réponse, elle est là où on ne s'y attend pas, à un coin de rue, entre un feu rouge et un café fermé. C'est là que Léo se transforme. Il chante, et il chante pas pour qu'on l'applaudisse, il chante pour survivre. Sa musique ne monte pas sur scène, elle rampe sur les pavés, tentant de gagner du temps contre la faim. Il a déboulé et courant dans l'hôpital Saint-Antoine, son pot de médoc presque vide. Le vigile le connaissait déjà, il l'a laissé passer sans rien dire. Léo a grimpé les escaliers 2 par 2 jusqu'à la chambre de sa mère. Lumière froide. Le souffle du respirateur régulier. Elle a ouvert les yeux avec effort et un mince sourire s'est dessiné en le voyant. Léo a tendu les médicaments. « J'ai réussi à en avoir que la moitié », a-t-il murmuré. Elle a juste hoché la tête. Elle n'avait plus la force. Et pour autre chose. Le père, lui, était à la maison sur un matelas posé à même le sol, toussant comme si ses poumons voulaient s'échapper par la bouche. Tous les jours, Léo sortait chanter pour gagner quelques sous, choisissant les coins où les touristes passaient ou où les Parisiens pressés jetaient une pièce par pitié, ou pour se donner bonne conscience. Dans son vieux sac à dos, il gardait une photo de sa mère à l'hôpital. Il mettait l'image dans un pot en plastique, posé devant sa boîte en carton, comme une explication muette de sa présence là. Ce soir-là, la pluie s'est faite plus forte. Il n'est pas parti. Il est resté là, sur un coin de la rue de Rennes, près du métro. Pieds nus, pantalon collé aux jambes par l'eau, voix bien droite. Chanter faisait mal. Sa gorge brûlait. Mais s'arrêter aurait été pire. Alors que la ville dormait dans des appartements chauds et douillets, Léo chantait dans le froid. Pas pour être entendu, mais parce que chaque note, chaque mot, pouvait lui offrir une minute de plus avec ceux qu'il aimait. Le vacarme de la ville étouffait la voix de Léo. Les voitures, les klaxons, les pas pressés, les sirènes, tout était plus fort que lui. Mais il ne s'arrêtait pas. Chanter, c'était tout ce qu'il avait. Son corps était épuisé, ses mains tremblaient, ses genoux étaient rouges du froid et du sol humide. Et pourtant, il chantait encore. Les gens passaient sans ralentir. Certains détournèrent le regard comme s'il faisait partie du décor, ou pire, comme s'il n'existait pas. D'autres jetaient une pièce sans s'arrêter, sans un mot. Pas de bonjour, pas de regard. Juste quelques secondes de coexistence. Muette, un vieux monsieur, manteau long et chapeau démodé, s'est arrêté à distance. Il a observé en silence, les mains croisées derrière le dos. Ni sourire, ni larmes. Juste là. Mais Léo ne l'a même pas remarqué. Ses yeux fixaient le sol, sa voix se battait contre le vent. Quand les larmes sont venues, noyées dans la mélodie, la justesse s'est perdue. La chanson, avant pleine d'écho, est devenue hachée, tremblante. Une femme a crié en passant « Où sont tes parents ? Tu devrais être à l'école !» Léo a baissé les yeux, il n'a pas répondu. Il a continué de chanter. La photo de sa mère, dans le pot, attirait plus de regards que sa voix. Une image d'hôpital, intubé, la peau pâle. Léo gardait la tête haute par fierté, mais ses yeux criaient à l'aide. Une aide qu'il n'osait jamais demander à voix haute. Des heures plus tard, quand il ne sentait plus ses orteils, Léo a ramassé son pot. Il a compté 13 €, 4 pièces en francs suisses et 2 billets de roubles laissés par erreur. Juste assez pour un antibiotique générique et rien d'autre. Il est rentré chez lui les pieds trempés. Il a monté les escaliers étroits jusqu'au petit studio qu'il appelait chez lui.
En ouvrant la porte, une odeur de moisissure et de maladie lui a sauté au nez. Son père était au sol, essayant d'atteindre un verre d'eau tombé trop loin. Léo a posé les pièces sur la table, s'est précipité vers lui et l'a aidé à s'asseoir. « Aujourd'hui, c'était pas fameux », a-t-il dit. Son père n'a pas répondu, juste une quinte de tout, puis il a détourné la tête. Léo a nettoyé, pris une vieille couverture et les a recouverts tous les deux. Il s'est assis contre le mur, écoutant, le souffle lourd remplir la pièce. Dehors, Paris dormait, mais à l'intérieur de cette petite chambre, le silence était assourdissant. Le froid s'infiltrait par les fissures des fenêtres, comme s'il avait une volonté propre. Léo portait 2 vieux manteaux superposés et tremblait quand même. L'électricité avait été coupée 2 semaines plus tôt. L'eau chauffée avec un briquet et une casserole cabossée était réservée à ses parents. Lui, il passait après. Il dormait avec ses chaussures aux pieds, au cas où il devrait fuir en pleine nuit si quelque chose tournait mal. Son père ne pouvait presque plus se lever. Sa mère, intubée à l'hôpital, était une absence qui faisait plus mal que n'importe quelle blessure visible. Léo tenait le cap. Il sortait tôt, rentrait tard, chantait jusqu'à l'épuisement. Le soir, il s'occupait du père, faisait les pansements avec de la gaze périmée, réchauffait de la soupe en boîte, soutenait sa tête quand la fièvre faisait tout trembler. Ce matin-là, en revenant de la boulangerie où il demandait du vieux pain jeté, Léo trouva la porte, entr'ouverte. Il s'arrêta net. Son cœur s'emballa. Il poussa doucement, tout semblait à sa place. Mais sur la table, un mot griffonné à la va-vite l'attendait. « Nous sommes passés. Nous avons appelé les services sociaux. Nous reviendrons. » Le monde de Léo s'est écroulé. Il ne pouvait pas laisser qu'on lui prenne son père. Il ne pouvait pas être séparé de sa mère. Il savait ce qu'il arrivait aux enfants en situation de danger. Il connaissait les foyers, les files d'attente, les promesses jamais tenues. Il est allé frapper chez le voisin, un vieux monsieur qui lui disait toujours bonjour dans le couloir. « C'était vous ? Je croyais que vous étiez mort, Léo. Tu n'as pas répondu pendant 2 jours. Je suis désolé. » Léo n'a rien répondu. Il a baissé la tête et est retourné chez lui. 2 jours plus tard, les agents sociaux sont revenus. Léo a menti avec aplomb. Il a dit qu'une tante venait du sud de la France pour s'occuper de tout. Il a dit qu'ils étaient en transition, que tout allait s'arranger. Et étonnamment, il l'a dit avec tellement de conviction qu'ils l'ont cru. « On veut juste aider, tu sais », lui ont-ils dit. Léo a souri. Mais à l'intérieur, il hurlait. Ce soir-là, pendant que son père dormait, brûlant de fièvre, et que le vent sifflait dehors, Léo a ouvert un cahier à la couverture déchirée cachée sous son lit. C'était là qu'il écrivait ses chansons, ses idées, ses peurs. Sur la première ligne de la nouvelle page, il a écrit avec rage « C'est moi, l'adulte, maintenant ». Le lendemain matin, après avoir griffonné cette phrase en colère, Léo s'est regardé dans un miroir fendu de la cuisine. Son visage était creusé, ses yeux cernés, ses cheveux collés par l'humidité. Dans sa poche, juste quelques pièces. Une boulangerie du coin vendait des baguettes rassis pour 1 euro. La pharmacie, elle, vendait l'antibio générique à 7,90 €. Il a compté encore. C'était l'un ou l'autre. Il a choisi le médicament. Le pain qu'il mangerait serait celui qu'il trouverait, s'il avait de la chance, dans la benne derrière le supermarché. Chanter le ventre vide, c'était une autre forme de torture. La gorge sèche, la tête qui tourne, l'estomac qui fait mal, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Ce matin-là, Léo a décidé de changer de spot. Il est monté jusqu'aux marches de la basilique du Sacré-Cœur, là où les touristes se pressent pour prendre des photos, acheter des souvenirs et ignorer les habitants de la vraie ville. Il a gravi la moitié des marches, a choisi un coin stratégique et a posé sa boîte en carton avec le pot en plastique devant. À l'intérieur, toujours la même photo. Sa mère, intubée, les yeux mi-clos, des tuyaux sortant de son cou. Il s'est assis, a pris une grande inspiration et a commencé à chanter « Je te promets », la chanson de Johnny Hallyday. C'était son choix. Les paroles parlaient de promesses qu'il n'était même pas sûr de pouvoir tenir. Mais c'était tout ce qu'il avait à offrir.
promettre par la voix qu'il était encore là, qu'il n'abandonnait pas, qu'il se battait encore. Les touristes se sont arrêtés. Un groupe d'ados allemands le filmait. Une femme plus âgée s'est approchée, les larmes aux yeux. Elle a mis un billet dans le pot, sans rien dire. Juste un léger contact sur l'épaule de Léo. Comme pour dire merci, mais sans les mots, la vidéo qu'ils ont faite est apparue sur TikTok le jour même, avec la légende « Ce gamin français chante comme si son cœur se brisait ». La vidéo a tourné, like, commentaires, partage. Mais Léo ne savait rien de tout ça. Il n'avait pas de portable, pas d'accès à Internet. Il était bien trop occupé à survivre. Le lendemain après-midi, alors qu'il chantait près de l'entrée du métro Abbesse, un homme élégant en manteau beige et cheveux blancs bien coiffés s'est approché. Il a observé Léo pendant plusieurs minutes. Quand le garçon a terminé, il lui a dit « Tu chantes comme si tu connaissais la douleur depuis toujours. Tu veux apprendre à chanter ?» Pour de vrai, Léo a baissé les yeux. « Si c'est encore une promesse qui disparaît demain, je préfère rester seul. » Et il a repris sa chanson comme si chaque note était une barrière de plus contre l'abandon. Le jour suivant, Léo est retourné au même endroit, près du métro Abbesse. Il avait mal dormi. Une crise de toux de son père l'avait gardé, éveillé toute la nuit. Mais il était là, les yeux lourds, la gorge desséchée et un petit jouet en plastique qu'il appelait son violon. L'homme au manteau beige est revenu. Il n'a rien dit. Il a écouté. Il a attendu que Léo finisse son morceau, puis il s'est assis sur une marche voisine. « Je m'appelle Étienne. J'ai été chef d'orchestre à l'Opéra de Paris pendant 25 ans. » Léo l'a regardé, méfiant. « Pourquoi vous êtes là ? Parce que ta voix n'est pas comme les autres. » Léo a haussé les épaules. Il en avait entendu des belles paroles. Il connaissait les regards qui promettaient « je vais t'aider » et disparaissaient après. Étienne avait l'air différent. Mais ça ne suffisait pas. J'ai pas besoin de compliments, j'ai besoin de bouffe et de temps. Et si ta voix pouvait apporter les deux, les jours ont passé. Étienne est revenu encore et encore. Il amenait des sandwichs, de l'eau, et jamais il ne demandait rien. Un jour, il a proposé à Léo de le suivre dans une salle de musique abandonnée, dans une ancienne école où il avait encore accès. « Je veux juste t'écouter ici, sans le bruit de la rue, sans la pluie. » Léo a hésité, mais il est entré. Dans la salle, il y avait un piano recouvert d'un drap et un silence différent. Pas un silence d'abandon, mais un silence d'attente. « Chante », dit Étienne. Et il a chanté, d'abord avec peur, puis avec des larmes, enfin, avec force. À la fin, il n'arrivait plus à s'arrêter de pleurer. Étienne aussi avait les yeux humides. Tu chantes avec la douleur, mais ça, c'est un don. Et un don, ça a besoin de direction. Pendant des semaines, Étienne lui a donné des cours en cachette, des techniques simples, le contrôle du souffle, la posture, mais surtout, la confiance. Un jour, Léo est arrivé en retard, le visage pâle, les yeux rouges. « C'est ma mère, qu'est-ce qu'il se passe ?» Ils ont dit qu'elle ne tiendra pas une semaine. Ils vont débrancher les machines. Étienne est resté silencieux. Puis il s'est levé. « Donne-moi son nom complet et celui de l'hôpital. » La voix de Léo était à peine audible. Il ne le savait pas encore. Mais à ce moment-là, quelque chose avait commencé à changer. Parce qu'Étienne n'était pas juste un chef d'orchestre. C'était le premier adulte à ne pas fuir quand les choses devenaient difficiles. Le concert caritatif était prévu pour un samedi soir. Étienne avait réussi à inscrire Léo au programme sous le titre de « Jeune talent de la rue ». Ce serait une performance courte, mais précieuse. Public sélect, journalistes présents, salle comble. Une vraie scène, un vrai micro. Léo s'était entraîné toute la semaine. Mais le matin de l'événement, il avait disparu. Étienne appela tous les endroits possibles. Il retourna sur les lieux où Léo chantait d'habitude. Rien. Il attendit jusqu'au début de la soirée devant le théâtre, le cœur serré. C'était comme revivre de vieilles blessures. Pendant ce temps, Léo déambulait dans les couloirs de l'hôpital Saint-Antoine. Un médecin lui tendit un document. Les termes officiels pour l'arrêt des soins, la décision devait être prise avant lundi. Il s'approcha de la chambre de sa mère.
posant son front contre la vitre. « Pardon. » Il resta là 20 minutes. Puis il partit en courant, traversant les rues de Paris comme si chaque seconde lui échappait. Il arriva au théâtre trempé de sueur et de pluie, les habits sales, les chaussures trouées. Les agents de sécurité l'arrêtèrent. « T'es en retard, gamin. » Étienne surgit derrière eux. « C'est pour lui que tout le monde est là ce soir. » Les organisateurs hésitèrent. Le programme était presque fini. Le dernier numéro allait commencer. Mais Étienne insista. « Si vous l'écoutez, vous comprendrez. » Léo monta sur scène dans un silence pesant. Le public murmurait, ne comprenant pas qui était cet enfant. Le technicien du son fit signe vers le micro. Rien. Problème technique. Léo regarda Étienne. Il hocha la tête calmement. Alors, le garçon inspira profondément et chanta, sans micro, sans musique, juste sa voix. La chanson était « Ne me quitte pas ». Mais ce n'était pas juste une chanson. C'était un appel au secours, un adieu, un cri, une prière. Sa voix remplissait le théâtre d'une douleur brute qu'aucune scène n'avait jamais portée. Le public s'est tu, des yeux brillants. Un homme a retiré ses lunettes. Une femme a mis la main sur son cœur. Quand Léo a fini, il sourit, il n'a pas salué. Il est simplement sorti de scène comme il était entré, en courant. Le lendemain, un court extrait de cette prestation fut posté par un des musiciens présents avec la légende « Le garçon qui a chanté pour sa mère ». En moins de 24 heures, le monde entier allait entendre ce que Paris avait longtemps ignoré. Le lundi matin, la ville se réveilla avec une nouvelle obsession, le petit chanteur de la rue. La vidéo de Léo au théâtre avait explosé sur les réseaux sociaux, des milliers de partages, des articles dans les journaux français et internationaux. Le garçon qui a chanté pour sa mère. Une voix qu'on n'avait jamais entendue, la douleur transformée en art. Mais Léo ne vit rien de tout ça. Il se réveilla tard, après plusieurs nuits sans sommeil. Il trouva Étienne assis à la table, lisant le journal. En une, sa photo. Yeux fermés, bouche ouverte, corps entier plongé dans la chanson. C'est... Toi, Léo, prit le journal avec précaution comme si c'était un miroir. Le téléphone de l'école de musique sonnait sans arrêt. Des journalistes voulaient l'interviewer. Des maisons de disques cherchaient à le contacter. Un producteur débarqua avec un contrat, de l'argent, des promesses de concert. Mais Étienne, expérimenté, reconnut le piège. « Tu n'as pas besoin de devenir un produit, dit-il. Alors je suis quoi? Tu es un artiste et un enfant. » Pendant ce temps, l'hôpital appelait, la situation de la mère restait critique. Mais une donation anonyme venait d'arriver, couvrant tout le traitement. Les médicaments furent intensifiés, l'assistance vitale maintenue. Pour la première fois, les médecins parlaient de possibilités de récupération. Le père, encore affaibli, regardait la télé en silence. Quand il vit son fils chanter dans une émission de variété, une larme coula doucement sur sa joue. « Ta voix vaut plus que tous les médicaments du monde, Léo, » murmura-t-il. La campagne de dons en ligne dépassa les 10 000 € en 2 jours. Des gens du monde entier commentaient, envoyaient des messages, des lettres. L'une d'elles arriva entre les mains d'Étienne. « Je n'ai pas de fils, mais depuis que j'ai entendu cette voix, j'ai l'impression d'en avoir gagné un. » La mairie de Paris prit contact. On leur proposa un logement social dans un quartier digne, des aides soignants, des repas assurés et surtout une bourse complète pour que Léo étudie au Conservatoire national de musique. Ce soir-là, Léo reprit son vieux carnet. La même page où il avait écrit « C'est moi, l'adulte maintenant ». En dessous, il ajouta « Mais aujourd'hui, je peux redevenir un enfant ». Étienne entra dans la chambre avec une enveloppe à la main. « C'est officiel. J'ai été accepté comme ton tuteur. » Léo le regarda longuement. Puis il courut dans ses bras et le serra fort. « Tu n'as pas besoin d'être mon père, dit-il. Mais merci de ne pas être parti. » Dehors, Paris restait froide. Mais dans ce petit appartement, quelque chose avait enfin commencé à réchauffer. Le matin du 14 juillet, jour de la fête nationale, Léo enfila son costume neuf offert par la mairie. Un costume bleu marine, simple mais élégant.
Étienne ajusta sa cravate avec des mains tremblantes de fierté. « Prêt ?» demanda-t-il. Léo inspira profondément. Pour la première fois, je crois que oui. La foule remplissait la place de la République. Les drapeaux tricolores flottaient partout. Sur la grande scène montée pour la cérémonie nationale, il y avait des ministres, des maires, des artistes, des anciens combattants. Léo serait l'artiste final. Pas par charité, mais par mérite. Il monta les marches lentement, sentant chaque pas comme une note de la musique qui l'avait mené jusqu'ici. Des applaudissements polis l'accueillirent, mais le silence qui suivit était encore plus fort. Quand l'orchestre lança les premiers accords de la Marseillaise, Léo ferma les yeux. Sa voix remplit la place comme une promesse partagée. Ce n'était plus seulement la voix d'un enfant. C'était celle de tous ceux qu'on avait oubliés, effacés, ignorés. Dans la tribune spéciale, sa mère regardait, vêtue de vêtements propres, la peau encore fragile mais vivante. Le père lui tenait la main. En voyant leur fils chanter, ils pleurèrent en silence, comme pour dire « il a réussi ». Quand il termina, Léo ne salua pas. Il sourit seulement, un sourire discret, léger, mais qui portait le poids d'un monde entier effondré et reconstruit. Dans les coulisses, Étienne l'attendait, les yeux humides. « Tu n'as pas seulement sauvé ta mère, Léo ?» Le garçon le regarda. « Tu m'as sauvé, moi aussi. » L'impact de la performance fut immédiat. La vidéo fut diffusée à la télévision nationale, partagée par des personnalités publiques, traduite dans plusieurs langues. On l'appelait « la voix de la France invisible ». Léo fut invité à participer à un album caritatif. Il enregistra 4 chansons. Le projet s'intitulait « Chanter pour vivre » et devint un symbole de résilience dans tout le pays. Mais ce que Léo désirait le plus, c'était revenir. Revenir là où tout avait commencé. Quelques semaines plus tard, vêtu simplement, avec une vraie guitare cette fois, il retourna au même coin de la rue de Rennes. Il choisit la même place, s'assit au sol, et devant lui posa le pot transparent, avec la photo de sa mère. Mais maintenant, elle souriait, et là, au milieu du va-et-vient pressé des Parisiens, Léo chanta, pas par faim, pas par désespoir, mais par gratitude. Quand il eut fini, il écrivit une nouvelle phrase dans son carnet. « J'ai chanté pour acheter des médicaments, et j'ai guéri le monde avec ma voix. » Et tandis que sa chanson résonnait sur les trottoirs, ceux qui passaient ne voyaient plus un enfant demandant de l'aide. Ils voyaient un artiste redonnant de la lumière à l'endroit où, un jour, il n'y avait que de l'ombre. Si l'histoire de Léo vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Il reste encore beaucoup de voix invisibles qui attendent d'être entendues.